Je vais essayer d'être clair sur un sujet extrêmement compliqué. Alors, je devais faire cette présentation avec un de mes amis et collègues qui est Joseph Gligorov. Joseph Gligorov ne pouvait pas venir. Ensuite, après, j'ai demandé à un généticien, Marc Pujol, de venir. Il n'est pas venu, donc il me laisse tout seul sur un sujet qui est un sujet à la fois entre de la pratique, mais aussi de la vie courante, puisque maintenant, ces signatures génomiques font partie de la prise en charge relativement classique des cancers du sein. Alors d'abord, je vais essayer de vous faire une différence pour que vous compreniez bien, parce que souvent vous avez du mal à comprendre la différence entre la génétique et ce qu'on peut appeler la génomique. Donc on va tout de suite écarter la génétique du cancer. La génétique du cancer, c'est la génétique de la patiente, c'est-à-dire de l'existence d'une mutation qui prédispose, donc qui augmente les risques de développer un cancer du sein. On va appeler ça Angelina Jolie, c'est-à-dire les mutations BRCA1, BRCA2, PALB2. Et en fait, on découvre de plus en plus de mutations qui concernent la patiente elle-même et qui va l'exposer au risque de, un jour, faire un cancer du sein, un cancer de l'ovaire, un cancer du pancréas. Là, on n'est pas du tout dans ce processus, on est dans la génétique du cancer, c'est-à-dire la génétique de votre cellule. Et donc, on fait la différence entre l'hôte, la patiente et la tumeur. Et vous verrez que c'est important, parce que notre rôle de médecin, c'est de vous soigner, de vous guérir. Et donc, il faut tuer, pas l'hôte, il faut tuer la tumeur. Et donc, en fait, on a besoin d'aide pour cela. Alors, la cancérologie idéale, si on rêve d'un monde idéal, c'est peut-être d'avoir une boule de cristal pour essayer de savoir, de prédire l'avenir. Et puis ensuite, après, d'avoir une lampe d'Aladin pour avoir nos vœux exaucés qui sont de vous guérir. Ça, c'est ce qu'on pourrait expliquer être la cancérologie idéale. Mais vous verrez que finalement, l'apport de la technologie va modifier ce sentiment. Alors, la signature génomique, c'est quoi? C'est comprendre des anomalies moléculaires au niveau des cancers du sein. Et la compréhension de ces anomalies moléculaires vont nous permettre de mieux vous traiter en connaissant effectivement des facteurs de l'infiniment petit de vos cellules cancéreuses, que sont les gènes. Ces gènes, vous le verrez, ils servent à plusieurs choses. Alors, petite explication rapide. Je vous rappelle qu'on est constitué essentiellement d'ADN. L'ADN, c'est notre puce. Cette puce, elle est destinée à fabriquer des messagers qu'on appelle de l'ARN messager, qui est en fait une copie de cet ADN. Et le rôle de l'ARN, c'est de fabriquer des protéines et de fabriquer des éléments qui vont être nécessaires au fonctionnement de notre corps. Quand on a compris ça, quand on fait de la génomique, où est-ce qu'on travaille? On ne travaille pas dans l'ADN, mais on travaille dans l'ARN. C'est-à-dire qu'on va faire non pas, comme le dit le titre de la génomique, mais de la transcriptomique, puisqu'en fait, l'ARN est une transcription de l'ADN. Pourquoi? Eh bien, c'est pour rechercher des anomalies. Les anomalies sont quoi? C'est des mutations, c'est des délétions, c'est-à-dire des pertes de données génétiques, des amplifications, c'est-à-dire au contraire des hyperexpressions de protéines, voire des translocations, c'est-à-dire des passages de gènes d'un chromosome à l'autre, et de l'épigénétique, c'est-à-dire des gènes qui font fonctionner les autres gènes, c'est-à-dire des gènes qui vont être un peu la police de notre génétique. Alors, il y a de nombreux tests qui ont été développés. On a pris le parti à l'Institut de travailler avec l'Oncotype, qui est fabriqué et qui est produit par une équipe américaine qui s'appelle Genomic Health, qui va étudier 21 gènes. Comme vous le voyez, il y a d'autres signatures, la signature PAM50, la signature MammaPrint, l'EndoPredict, toutes analysent des gènes qui ne sont pas toujours équivalents, mais en fait qui sont à peu près la même raison sur le fonctionnement de la cellule. Et en fait, ce qu'on veut, c'est évaluer un processus de fonction, un processus biologique. Pour ce qui est de notre test que nous utilisons, on a ce qu'on appelle un recurrence score qui va analyser 21 gènes. Il va analyser des gènes qui vont être des gènes de prolifération, des gènes d'agressivité, des gènes d'invasion, des gènes d'expression d'une protéine qu'on appelle l'HER2, des gènes de sensibilité aux hormones, notamment aux œstrogènes,
et d'autres gènes qui sont des gènes de modulation et d'expression. Alors, on va revenir maintenant au côté pratique. Qu'est-ce que vous vous posez comme question et qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on vous a en face de nous? C'est quel est le risque de récidive de ma patiente, ce qu'on appelle un facteur pronostic, et quel traitement je vais pouvoir lui proposer, c'est-à-dire un facteur prédictif. Est-ce que l'avenir, lire dans l'avenir, c'est le pronostic, et le facteur prédictif, c'est avoir une lampe d'Aladin qui soit plutôt très efficace. Un facteur pronostic, c'est quoi? C'est fournir des informations sur des chances de guérison au moment du diagnostic, et ça sans tenir compte des traitements. C'est-à-dire, on vous voit, on vous examine, on a des données, qu'est-ce qu'on peut en dire sur votre risque à 5 ans, 10 ans, 15 ans? Alors, c'est quoi un facteur pronostic? Donc, on l'a vu un peu dans le précédent topo, c'est effectivement la taille de la tumeur, c'est un grade de la tumeur, c'est-à-dire un critère d'agressivité cellulaire, mais c'est aussi l'âge de la patiente, c'est aussi l'atteinte ganglionnaire, c'est la présence de récepteurs hormonaux, c'est l'expression de cette protéine HER2, et c'est un gène qui s'appelle le Ki67, qui est un gène de division cellulaire. Alors, c'est quoi un facteur prédictif? C'est complètement différent. Là, c'est se moquer du pronostic, mais c'est recueillir des informations sur la probabilité de réponse à un traitement particulier. Et vous allez voir qu'il y a des facteurs qui sont pronostiques uniquement, des facteurs qui sont prédictifs et des facteurs qui sont pronostiques et prédictifs. Sur les facteurs prédictifs, on a les récepteurs hormonaux. Vous le savez, quand vous avez l'expression de récepteurs hormonaux, on vous propose une hormonothérapie, quelle qu'elle soit, parce qu'on a recueilli cette information et on sait que notre traitement, dans votre cas particulier, va être efficace. L'expression de l'HER2, c'est pareil. Quand vous hyperexprimez cette protéine qu'on appelle la protéine HER2, ça représente environ 15% des cancers du sein, on sait que vous allez être sensible à un médicament particulier qu'on appelle le trastuzumab ou l'Herceptine. Et puis, on a un marqueur de division cellulaire qui est le Ki67, qui est un indice de division cellulaire, et on sait que plus vos cellules se divisent, plus elles vont être sensibles à un traitement, et en particulier à la chimiothérapie. Donc vous voyez que ces facteurs prédictifs étaient aussi dans les facteurs pronostiques. Donc vous voyez que les choses commencent un petit peu à s'interpénétrer, à se mélanger. Alors les facteurs pronostiques, comment les utilise-t-on? Donc on a parlé un petit peu de la stratégie et du mode de fonctionnement ancien quand on a un cancer. Au départ, on s'est dit, plus le cancer est agressif, plus on va lui taper sur la tête. Alors effectivement, ça paraît un peu intuitif, mais il faut toujours se méfier de l'intuitif en médecine, parce que de temps en temps, à ce moment-là, on va dans l'extrémisme et dans l'hypertraitement. On est allé, est-ce qu'une mastectomie, finalement, qui est plus large, est-ce que c'est mieux qu'une tumorectomie? Et on a vu qu'on a répondu, pas toujours, que dans un certain nombre de cas, ça servait à rien de retirer le sein, et c'est pareil sur le curage axillaire, ça servait à rien de retirer des ganglions, et qu'on pouvait faire un traitement moins. Donc toujours plus en chirurgie, c'est pas toujours vrai. Et en chimiothérapie, c'est un peu la même chose. C'est le concept de la dose en chimiothérapie. Et à un moment, on a eu une évolution vers toujours plus de chimiothérapie. Sauf que le problème, c'est bien, on tuait le crabe, mais on tuait aussi la patiente. Donc en fait, on est revenu vers ces concepts d'hyperintensification, en tout cas dans les tumeurs solides. Ce n'est pas toujours le cas dans les tumeurs des tissus hématopoïétiques, mais il faut toujours faire attention à soigner le cancer, à tuer le cancer, mais à garder en vie et à préserver la patiente. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Quand on utilise un traitement, il faut que ce traitement il soit utile par rapport à ses effets secondaires. Éric l'a expliqué, il y a des risques du curage axillaire, il y a des risques à traiter versus ne pas traiter. Le bénéfice, c'est le bénéfice qu'on attend des traitements. Les bénéfices, on les connaît à peu près, puisqu'il y a maintenant de nombreuses études et de publications qui nous donnent les bénéfices de nos chimiothérapies, de nos hormonothérapies. Par contre, les effets secondaires, c'est des effets toujours un petit peu plus vicieux, parce qu'il y a des effets qui sont physiques, donc qui sont facilement quantifiables, le bras qui augmente, la perte de cheveux, mais il y a des effets, des side effects qui sont beaucoup plus compliqués à prendre en compte, c'est l'impact psychologique et c'est l'impact sociétal, c'est-à-dire le coût d'un traitement
pour la société. Notre député est parti, mais effectivement, la sécurité sociale n'a pas un budget extensif, donc il faut faire attention, et que de temps en temps, surtraiter une patiente peut coûter cher et empêcher d'autres patientes d'avoir des bons traitements. Quand on donne un traitement à une patiente, on s'attend à avoir des bénéfices, et si possible, sans toxicité. On peut de temps en temps avoir des bénéfices avec des toxicités. Allez, c'est pas trop grave parce qu'on a quand même des bénéfices. Et puis, de temps en temps, on donne des médicaments qui servent à rien et qui n'ont pas de toxicité. On va dire que là, on est dans un effet un peu placebo, c'est pas très grave, hormis le fait que ça coûte de l'argent. Et puis, on a ce qui est pire, c'est-à-dire qu'on donne un traitement qui n'apporte aucun bénéfice et qui donne de la toxicité. Et donc, en fait, ce qu'il va falloir essayer de trouver, c'est le cercle vertueux vert, c'est-à-dire maximum de bénéfices pour un minimum d'effets secondaires. Donc, on va chercher des facteurs cliniques, histopronostiques actuels, qui nous donnent certaines certitudes. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on sait dans un certain nombre de patientes comment les traiter correctement, comment leur proposer un traitement pour avoir le maximum de chances de guérison. Et puis, dans un certain nombre de cas, d'environ 15% à 20% des patientes, on est dans une certaine incertitude. On est dans une incertitude parce qu'on sait qu'il y a des patientes qui vont prendre un bon traitement, mais qui vont malgré tout récidiver. C'est-à-dire qu'on leur a donné un traitement, on pensait qu'il allait marcher, et il ne marche pas. Et puis, il y a un certain nombre de patientes qui reçoivent des traitements encore plus agressifs, que sont les chimiothérapies, mais sans aucun bénéfice. Donc là, on se pose des questions en disant, est-ce qu'on peut améliorer cette petite partie de nos patientes? C'est ce que j'appelle le concept de la zone grise, c'est-à-dire on ne sait pas très bien. C'est des âges intermédiaires, c'est des patientes entre 45 et 60 ans, c'est des tumeurs entre 1 et 3 cm, c'est des patientes qui ont des récepteurs hormonaux positifs, c'est des patientes qui n'ont pas l'agressivité de l'hyperexpression de l'HER2, c'est des patientes qui ont des proliférations intermédiaires, ce sont des patientes qui n'ont pas d'atteinte ganglionnaire ou des atteintes ganglionnaires faibles, c'est-à-dire qu'on est dans un certain déséquilibre, à savoir, est-ce qu'on va les sous-traiter ou est-ce qu'on va les surtraiter? On a utilisé bien évidemment le big data. Le big data, c'est de collecter le maximum d'informations que l'on a sur la connaissance des tumeurs et sur le suivi des patientes. Et des algorithmes ont été réalisés en fonction des différents tests, et ces algorithmes ont permis de diviser des patientes qui étaient à bas risque, des patientes qui étaient à haut risque et des patientes qui sont à risque intermédiaire. Alors vous verrez qu'on a essayé récemment de supprimer cette nouvelle zone grise amenée par ces signatures génomiques pour essayer d'être plutôt manichéen entre bon et mauvais. Les tests ont été développés pour des patientes sélectionnées. Ça, c'est important, c'est-à-dire que ces tests ne doivent pas être réalisés chez toutes les patientes. Il faut les sélectionner parce que d'abord, sinon, ça va coûter très cher et notre ministère, qui déjà ne nous rembourse pas ces tests, puisque ces tests sont remboursés via un fonds spécial qui dépend du ministère de la Recherche, donc il faut faire attention à l'argent. Donc les patientes, elles sont sélectionnées, ce sont des patientes qui sont RH+, récepteurs hormonaux positifs, et HER2-. Et ensuite, après, on leur fait ce test, que les patientes n'aient pas d'atteinte ganglionnaire ou aient une atteinte ganglionnaire limitée. Donc quand on a fait ce test, la patiente pose toujours les mêmes questions. Docteur, quelles sont mes chances de guérison? Et est-ce que je dois avoir une chimiothérapie? La chimiothérapie, ça fait peur, donc il faut motiver nos indications de chimiothérapie. Pour répondre à cette question, on regarde, en fonction de ce score, quel est le risque de récidive à 10 ans. On s'aperçoit que quand les patientes sont dans un groupe à bas risque, finalement, il n'y a pas ou peu de récidive à 10 ans. Quand les patientes sont dans un groupe intermédiaire, il y en a un peu plus, mais quand les patientes sont à haut risque, là par contre, on a effectivement un élément pronostique essentiel. C'est-à-dire que là, sur la signature génomique, déjà on est capable de donner un facteur pronostic de récidive à 10 ans. Ça, c'est le pronostic. Mais ce que vous voulez aussi, c'est quel est le bénéfice du traitement, c'est-à-dire est-ce que mon score va avoir un impact pronostic. Et pareil, quand on regarde, on voit les patientes qui sont en fonction
du récurrent score. Quand on compare chimio et hormonothérapie versus hormonothérapie seule, dans ces groupes à bas risque, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Donc la chimiothérapie semble inutile dans ces groupes à bas risque. Pareil, quand on analyse dans des récurrents scores un petit peu différents, donc là on est dans un groupe justement à bas risque, on ne voit aucune différence. Ça c'était toutes les patientes confondues. Et là, on est dans les patientes qui sont en récurrent score à bas risque. Donc là, vous voyez que le delta entre les deux traitements est quasi nul. Quand on est dans le groupe intermédiaire, le delta aussi est quasiment nul. Par contre, quand on est dans le groupe à haut risque, là, vous voyez qu'il y a un gain réel à utiliser cette chimiothérapie versus l'hormonothérapie seule. Donc vous voyez qu'on arrive à répondre aux deux questions, à une question pronostique et à une question prédictive, et à sélectionner des patientes. Alors il faut se méfier toujours de la simplification, parce que, comme en médecine, il y a toujours un continuum. Donc il y a toujours des patientes qui vont être limites, frontières, entre le bas risque, l'intermédiaire et le haut risque. On peut comparer avec les accidents de la circulation. On vous taxe quand vous roulez à 79 km/h, on vous taxe pas quand vous roulez à 79, on vous taxe quand vous roulez à 81, mais je ne suis pas sûr que vous êtes plus dangereux de rouler à 81 versus rouler à 79. Eh bien, c'est pareil en médecine, il faut toujours se méfier des simplifications. Là, je vous donne les résultats généraux qui dépendent d'une méta-analyse de 4 études européennes sur l'impact de l'oncotype, c'est-à-dire de cette signature, sur la décision thérapeutique. Toutes nos patientes sont passées en réunion de concertation pluridisciplinaire, et donc chez ces patientes, on va motiver lors de ces réunions l'indication de réaliser cette signature. Et avant de réaliser cette signature, on donne déjà le traitement que l'on aurait fait si on n'avait pas cette signature génomique. Dans cette étude, sur l'ensemble de ces patientes, 55% avaient été, entre guillemets, utilisés, on avait prédit l'utilisation de l'hormonothérapie, et dans 45%, on avait dit qu'on leur ferait de la chimiothérapie et de l'hormonothérapie. Dans le groupe d'hormonothérapie seule, on va se retrouver, après avoir demandé cette signature génomique, à dépister 18% de patientes pour lesquelles on avait été finalement en sous-traitement. C'est-à-dire que là, on va rééquilibrer les choses dans 18% de patientes et on va leur expliquer que finalement, il y avait chez elles un bénéfice à utiliser la chimiothérapie. Mais vous allez voir, ce qui est surtout plus important, c'est la décroissance thérapeutique quand on posait l'indication de chimiothérapie. Quand on posait dans 100% une indication de chimiothérapie, c'est-à-dire sur les 45% initiales, on va décroître d'environ 50% l'indication de chimiothérapie. Donc vous voyez que finalement, ces tests sont essentiellement dans la décroissance thérapeutique plutôt que dans l'hyper-réalisation de nos traitements. Alors, quel est l'apport de cette prise en charge de la signature génomique? C'est pour vous, patiente, mieux comprendre sa maladie, mieux comprendre surtout la décision, c'est-à-dire comment on va décider avec vous du fait de faire ou de ne pas faire une chimiothérapie, et donc de mieux accepter les effets secondaires. Je pars du principe qu'on ne comprend que ce qu'on accepte. Et ces signatures génomiques nous aident de façon assez notable dans cette explication. Et puis pour nous, médecins, c'est de nous donner des informations sur votre risque de récidive, et donc de moduler un peu votre surveillance, de mieux appréhender le bénéfice réel de la chimiothérapie, et ce test a cette chance d'être standardisé et reproductible. Donc ça, c'est à peu près la même diapo, donc on va passer. Donc en fait, ça modifie la décision thérapeutique. Pareil, toujours méfiance de la désescalade à tout prix, et il va falloir utiliser des données récentes et des méta-analyses pour mieux comprendre. Alors je vais passer parce que sinon ça va être un petit peu long. Ça, c'est pour vous dire que vous avez certainement tout entendu parler de l'essai Taylor-X qui est sorti lors du dernier ASCO, qui a permis de globalement donner une valeur seuil pour le fait de faire ou de ne pas faire une chimiothérapie, en sachant que cette valeur seuil est modulée en fonction de l'âge. Ce qui est surtout important,
c'est que cette étude, qui a coûté extrêmement cher, puisque c'est une étude nord-américaine qui a permis de colliger une quantité incroyable de données, a été financée par vous. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé un timbre, et ce timbre a permis le financement de cette étude, c'est-à-dire que sans finalement la société, cette étude n'aurait pu avoir lieu, et donc il y a quand même une certaine solidarité. Alors, en pratique, comment ça se passe? C'est extrêmement simple, la logistique de la réalisation du test. Ce n'est pas un nouvel examen qu'on vous fait, ce n'est pas un examen invasif, c'est-à-dire qu'on utilise le bloc de la tumeur, que ce soit le bloc de la biopsie ou le bloc de la tumorectomie. Et ensuite, après, on envoie ce test aux États-Unis, puisque c'est un laboratoire centralisé, et ensuite, après, le rapport du test nous arrive sous 7 à 10 jours. Donc, vous voyez que l'apport de l'intelligence artificielle, du big data et de la puissance des ordinateurs vont nous permettre d'avoir maintenant des informations extrêmement rapides. Et ensuite, après, c'est la décision en réunion de concertation pluridisciplinaire et entre le praticien et sa patiente. Ça se présente sous cette feuille-là, alors c'est un peu compliqué, on va passer. Ça, c'est pour vous donner nos données réelles de vie courante à la clinique Hartmann. On a été assez précurseurs dans l'utilisation de ces signatures génomiques, toute l'équipe. Et donc, en fait, j'ai colligé un certain nombre de nos patientes. 152 patientes ont bénéficié de ce test. Et ça, c'est pour vous montrer comment on l'a utilisé. Vous voyez qu'essentiellement, sur la courbe d'en bas, on l'a utilisé sur des patientes qui étaient âgées entre 50 et 70 ans, c'est-à-dire la zone grise. Des patientes qui étaient essentiellement post-ménopausées, encore la zone grise. Et chez des patientes qui n'avaient pas d'atteinte ganglionnaire, encore la zone grise. Ensuite, après, dans les caractéristiques de la tumeur, les caractéristiques de l'agressivité cellulaire simple qu'on appelle le grading SBR, vous voyez qu'on les a réservées essentiellement, quasiment, aux patientes SBR2, c'est-à-dire ce groupe de zones grises, de zones intermédiaires. Sur les caractéristiques de la tumeur, c'est pareil, on analyse toujours le KI67 et vous voyez que, pareil, la demande a été essentiellement faite pour des tumeurs à KI67 intermédiaire. Donc finalement, on n'a pas été trop mauvais, c'est-à-dire que dans la sélection de nos patientes, on les a effectivement sélectionnées dans cette partie où on n'était absolument pas sûr du bon traitement, sous-traité ou surtraité. Alors quels sont les résultats? Donc vous voyez qu'on a une grande partie de récurrence score bas dans cette zone grise, c'est-à-dire que là, on est sûr de leur proposer une hormonothérapie seule, que vous voyez que dans un petit nombre de cas, on a un récurrence score élevé, et dans un nombre non négligeable de cas, on est à nouveau dans une partie hésitante. Alors il faut savoir que maintenant, ça a changé, puisqu'on n'utilise plus ces abacs-là, et qu'on utilise maintenant les données de TaylorX. Ça, c'est important. Finalement, à quoi ça nous a servi? Ça nous a servi, comme dans l'étude de méta-analyse des quatre pays européens, à modifier nos traitements. Vous voyez qu'avant la signature, on proposait dans 58% des cas chez ces patientes de la chimiothérapie en plus de l'hormonothérapie. Et vous voyez que par la suite, on utilise uniquement la chimiothérapie dans 23% des cas. Donc on a une désescalade dans ce groupe à risque. Quand on ne savait pas, effectivement, on avait tendance à vous surtraiter. Alors ça, c'est pour terminer. Finalement, au départ, on pensait qu'il fallait avoir un bon manuel d'utilisation de la boule de cristal pour savoir comment vous traiter, mais que finalement, on en revient toujours au même principe, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans l'infiniment petit, acquérir le maximum de données pour mieux comprendre cette maladie. Je vous remercie. Merci Didier. Alors peut-être un mot de la salle, s'il y a des questions. Au docteur Bourgeois. Pas que je vois. Alors oui, madame, si tu veux intervenir. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir été opérée finalement à l'Institut du Sein, clinique Hartmann, par le docteur Seban, à mon avis. Je pense que vous êtes des bons professionnels et que vous avez aussi, je pense, le matériel qu'il faut pour être à la pointe. Et je vous remercie. Merci. Alors, la question de matériel est une vraie et fausse question, parce qu'effectivement, l'utilisation de ces signatures génomiques sont, au jour d'aujourd'hui en France, relativement simples.
Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale, mais il y a un remboursement via un fonds particulier qui s'appelle le RIHN, qui est un fonds qui est alloué au ministère de la Recherche et qui donne de l'argent pour des tests ou des traitements innovants. Donc pour l'instant, on est toujours sous le coup du RIHN et on est en attente des réunions d'experts pour savoir comment vont être remboursés ces tests, pour quelles données on va rembourser les tests et pour quels tests. Parce que comme vous l'avez vu, il n'y a pas qu'une signature génomique, il y en a plusieurs. Et effectivement, en règle générale, ce sont des sociétés étrangères et donc effectivement pas toujours des philanthropes. J'avais juste une question. Oui, allez-y. On est toutes des femmes fumeuses, on aime bien boire un petit verre. Est-ce qu'il y a forcément, est-ce que c'est lié au tabagisme ou à l'alcool? Alors, là, on est sur une question en dehors de la génomique, en sachant que malgré tout, il faut savoir que l'alcool, le tabac peut modifier quand même l'expression de certains gènes, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle justement l'épigénétique, c'est-à-dire qu'il y a des gènes qui sont de notre constitution, mais ces gènes peuvent être modifiés aussi par notre environnement, ce qui explique que toutes les patientes qui sont porteuses d'une mutation BRCA1 ne vont pas faire un cancer du sein. Toutes les patientes mutées BRCA2 ne vont pas faire un cancer de l'ovaire. Donc effectivement, il y a de la génétique et puis il y a de l'épigénétique. Donc là, ça devient extrêmement compliqué. Alors effectivement, la génétique, on ne peut pas changer grand-chose pour l'instant, en sachant que vraisemblablement, on va arriver un jour à réparer ces gènes, puisque je vous rappelle que votre corps est capable tous les jours de réparer des gènes, et donc je pense qu'un jour, notre technique va être capable de faire cette réparation. Mais effectivement, vous pouvez modifier, effectivement, en modifiant cet environnement pour diminuer l'expression de ces gènes. Et effectivement, le tabac, l'alcool ne sont pas des éléments favorables pour toutes les maladies, pas que le cancer. Hein. Il faut le dire fort. Hein? Vous voulez... Moi, je voulais poser une question. C'était pas du tout c'est pas sur le génome, c'est sur la génétique. C'est vrai que la médecine, c'est pas une science exacte, mais je m'y suis un peu raccrochée quand on a commencé à parler avec Pujol de la génétique. Puis je me suis dit, bon, le truc de, comment elle s'appelle, la Stacktrick, vous parliez tout à l'heure, Angela Jolie, qui fait enlever les seins parce que dit comme ça, j'aurais pas de cancer du sein. Et puis arrivent les études sur l'épigénétique. Et puis j'ai la malchance de m'écouter une émission allemande sur l'épigénétique. Puis je me dis, non d'une pipe, ce que je croyais être une voie super bien droite, etc. Bon, il y aura ceux qui auront et puis ceux qui n'auront pas. Et puis la génétique, on est sûr. Puis l'épigénétique, il remet tout ça en cause. Et où est-ce qu'on va? Alors, déjà, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Je pense que quand on dit que la médecine n'est pas une science exacte, ce n'est pas vrai. Je pense que la médecine est une science exacte, mais que nous, on n'a pas les connaissances pour avoir l'exactitude. Je pense que ça, c'est notre faiblesse et on se cache souvent sur cette phrase en disant bah, la médecine n'est pas une science exacte, mais on s'aperçoit que plus on rentre dans l'infiniment petit, plus on s'aperçoit que la génétique, donc l'ensemble de nos gènes, finalement, il y a quelque chose qui est assez rigoureux et assez scientifique. Alors effectivement, il y a cette épigénétique qui va modifier, mais j'aurais tendance à dire heureusement, parce que sinon, si on était prédestiné et avec l'ensemble des big data que les GAFA peuvent recueillir, ça serait tellement simple, parce que le jour où on pourra avoir son génome déroulé, je vous rappelle qu'il suffit de traverser une frontière au nord de la France pour pouvoir faire cette analyse de l'ensemble de son génome et avoir les résultats. Je crois que ça coûte 500 ou 600 € pour avoir... Hein, voilà, ça a encore diminué. Pour 100 $, on peut avoir le déroulé complet de son génome, et une fois que tout le monde va s'emparer de ce génome, ça risque d'être dangereux. Et effectivement, alors on peut anonymiser, pas anonymiser, sauf que les gènes, c'est jamais anonyme, puisque les gènes, c'est notre carte d'identité, et donc véritablement, il faut se méfier de tout ça. Mais c'est ce qui est passionnant, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans ces considérations, ben, on découvre encore des finesses de notre corps dont on n'a pas idée. Une question. Eric, oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. C'est intéressant que l'épigénétique ne détermine pas tout, parce que ça veut dire que tous les facteurs environnementaux, on les maîtrise. On maîtrise le fait de faire du sport ou pas du sport, on maîtrise le fait de bien manger ou de pas bien manger. Ça, c'est ce qui est à notre portée, donc à nous d'agir individuellement et collectivement aussi, pour faire en sorte que l'épigénétique soit la meilleure possible pour notre organisme.
Un élément pour comprendre l'épigénétique, il y a eu une émigration des Japonais après la Première Guerre mondiale. Quand il y a eu cette émigration, on a comparé le cancer du sein chez les Japonaises vivant au Japon et le cancer du sein chez les Japonaises vivant aux États-Unis. En une génération, une seule génération, les Japonaises vivant aux États-Unis ont eu le même risque que les Américaines de souche. Donc, elles n'ont pas changé leur gène, elles ont juste modifié l'épigénétique et l'expression de ces gènes. Et donc, on voit bien que l'épigénétique, la génétique, elle date de millénaires, mais l'épigénétique, c'est immédiat. C'est-à-dire que les modifications environnementales, et notamment, on avait l'année dernière un sujet qui avait été traité par Philippe Bouchard sur les perturbateurs endocriniens. On dit perturbateurs endocriniens, mais c'est des perturbateurs de la génétique. C'est-à-dire que ça perturbe l'expression de nos gènes. Et donc, effectivement, ça change notre déterminisme qui aurait pu être fixé à la naissance. Très intéressant. Une question, oui, madame. Mettez votre micro peut-être un peu plus près. Oui, mais ça marche. Vous parliez justement de signatures, de 4 signatures sur un test de 21 gènes, un autre de 58, un autre de 12, enfin, je ne sais plus très bien les chiffres, j'ai regardé vaguement, enfin, rapidement plutôt. Et pourquoi vous avez choisi une signature plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est vous, Clinique Hartmann, qui choisissez cette signature ou c'est notre pays qui l'a choisi Alors, ce n'est pas la Clinique Hartmann qui a choisi. Non, mais Mme Boulanger étant là. En fait, on a décidé de... A priori, on se dit, c'est peut-être mieux de faire un test sur 58 ça, c'est de l'intuitif. Mais, bah oui. Ouais. Voilà, mais il faut savoir que ces signatures génomiques ont été utilisées avant nous en France dans d'autres pays. Et donc, on a recueilli des données sur les autres pays et sur la validité de tests plutôt que d'autres. Et le test que nous avons décidé de choisir, qui est le test qui est fabriqué par Génomique, et le test qui, à l'époque où on a choisi, était le test qui répondait à ces critères de garantie en termes de valeur pronostique et de valeur prédictive. C'est-à-dire, nous, ce qu'on voulait, c'était avoir les deux réponses, c'est-à-dire le pronostic et la prédictivité. Et tous les tests qui sont là ne répondent pas tous aux mêmes questions. Alors, l'idéal, ça serait d'en utiliser plusieurs. Mais alors là, ça va commencer. L'idéal, ce serait d'utiliser les 4, voilà. Mais c'est injouable. Mais c'est injouable, voilà, c'est injouable financièrement. Parce que chaque test a une petite particularité qui est meilleure que les autres en fonction d'une situation clinique. Donc l'idéal serait de tous les utiliser. Nous, on a fait un choix non pas de proximité, puisque c'est un test américain, non pas pour un problème de coût, mais parce qu'on a eu un contact avec cette société-là, que leurs résultats sont très bons. Et donc, on continue à travailler avec eux parce que leurs résultats sont au moins aussi bons que les autres tests. Ce n'est pas un test français, mais c'est un test qui est avéré, dont l'efficacité est avérée. Et puis, ils ont cru dans notre établissement. Juste un mot, parce que en fait, il y a une bataille économique, mais il y a pire que ça. Les détracteurs du test, en fait, ce sont les gens qui vous disent « Ah, mais moi, je veux un test français ». Mais parce qu'il y a une espèce d'anti-américanisme latent dans certains milieux médicaux qui est insupportable. Nous, on veut un test qui marche, qu'il soit américain, français, belge, peu importe. Il faut un test qui marche pour nos patients. Oui, la logistique est simple. Et puis surtout, ils nous ont quand même, au départ, donné des tests gratuitement. C'est-à-dire que la première utilisation des tests, ils nous les ont fournis gratuitement. Donc c'est vrai qu'ils ont fait un effort commercial, bon, en sachant derrière qu'ils allaient certainement avoir des bénéfices secondaires, ça c'est sûr. Mais effectivement, et pour rebondir, puisque Eric disait chaque test va apporter une information, si on regarde sur le texte d'EndoPredict, le texte d'EndoPredict aurait un intérêt dans la durée de traitement, notamment en hormonothérapie. C'est-à-dire répondrait à une question que vous vous posez aussi toutes, c'est-à-dire quand j'ai de l'hormonothérapie, pourquoi on va décider 5 ans, pourquoi on va décider 10 ans, pourquoi on va décider 7 ans. Et donc ce test-là aurait cette finesse dans la longueur de l'hormonothérapie, chose que ne donne pas le test Genomic Health. Une peut-être dernière question avant de passer la parole au directeur de la clinique. Oui, alors, excusez-moi, je vais peut-être vous apporter une vision de rêve. Quand vous parlez d'épigénétique, moi, je vois un épi de blé, de par mon passé, voilà, parce que je ne suis pas chercheur, je ne suis pas généticien. Et de par là, j'applique une méthode intérieure qui fait que, est-ce qu'il serait possible, justement, de traiter génétiquement un épi de blé pour ensuite avoir un aliment qui puisse entrer en considération avec une tumeur ou avec un élément
un élément à soigner dans le sein. Je dis le sein, ça pourrait être autre chose, effectivement. Et puis, pourquoi pas, par la suite, un aliment qui soit vendu en pharmacie, comme ça se fait actuellement, pour traiter les problèmes de gluten. Voilà, tout simplement. Alors, si l'idée de votre question, si le sens de votre question est de dire effectivement, est-ce que la nature peut amener des données en termes de thérapeutique, oui, il y a un médicament que certaines ont utilisé qui s'appelle le Taxol ou le Taxotere, les taxanes, qui sont dérivés de l'IF. C'est-à-dire que la nature, c'est de la chimie, c'est-à-dire qu'on oppose souvent le naturel à la chimie. Moi, je n'ai jamais compris, parce que tout est chimie. Hein, tout est identique. Donc le chimique, la nature, elle est chimique. Donc effectivement, il faut savoir que les gros laboratoires parcourent le monde entier. Ils ont des petits chercheurs, c'est assez étonnant, mais qui creusent dans le sol, dans des endroits particuliers. Et ensuite, après, ils rentrent dans leur laboratoire et ils font des analyses de trouver des molécules X ou Y. Et ensuite, après, ils essayent de savoir ces molécules, si on les connaît déjà, si on ne les connaît pas. Et ensuite, après, de savoir est-ce qu'elles peuvent avoir un intérêt. Il y a la ciguë, c'est de la plante, et la ciguë, ça tue. Donc en fait, tout est génétique, tout est chimique. Hein. Il y avait une petite dernière question, madame. Oui, c'est ça. Allez-y, si on vous entend. J'entends. Attendez, on n'entend pas bien. Attendez. Oui, bien sûr. Oui, vous m'entendez là? Très bien. Ok. Vous nous avez donné l'exemple donc des Asiatiques qui sont allés habiter donc aux États-Unis et puis donc les conditions environnementales avaient affecté donc leur cancer ou pas cancer. Alors, je suis d'accord avec vous, mais je me demande donc qu'est-ce que vous en pensez de la vision des médecins donc orientaux, surtout les Chinois, donc qui font, d'après moi, donc je vais me tromper, une médecine plutôt préventive, en prenant donc les patients comme un tout, comme ce qu'on est, un être donc physique, psychique, et psychologique, donc toute une partie. Et est-ce que vous pensez que ça aide pas? Donc est-ce qu'on a des statistiques disant donc que les cancers sont plus fort, plus courant donc en Asie que dans le monde occidental ou pas? Voilà, c'est ma Alors, question. il y a quelques jours, j'étais en Chine avec certains de mes petits camarades juste en face, et on discutait avec un des responsables chinois de la santé publique, et il nous disait, en Chine, au jour d'aujourd'hui, le taux de cancer, il augmente de façon exponentielle. Et les Chinois se font toujours traiter par leur médecine traditionnelle au départ. C'est-à-dire qu'avant d'aller voir un médecin classique, quasiment une grande partie de Chinois, notamment ceux qui vivent dans les campagnes, vont toujours voir le médecin traditionnel. Et ça n'évite pas l'accroissement justement du nombre de cancers. Et donc finalement, ça ne modifie pas cette épigénétique. Pourquoi les Chinois ont un taux de cancer qui augmente? Vraisemblablement parce qu'ils changent leur mode de vie et qu'ils deviennent de plus en plus européanisés ou nord-américanisés. Il y a Isabelle Hua, puisque je travaille avec Isabelle Hua au Cambodge. Il faut savoir qu'au Cambodge, ils avaient un taux de cancer du sein qui était ridiculement bas et que depuis une bonne dizaine d'années, ils ont vu apparaître 2 cancers de façon majeure. C'est bizarre, c'est les nôtres. Le cancer du côlon et le cancer du sein. Et donc, en fait, et on s'aperçoit quand on se balade dans Phnom Penh avec Isabelle ou sans Isabelle, que l'environnement a complètement changé, la pollution a changé, les magasins de nourriture ont changé. Il n'y avait jamais de McDonald's, moi, quand je suis venu au Cambodge. Maintenant, il y en a partout. Donc, effectivement, ils commencent à s'adapter à nos cultures et ils prennent de temps en temps notre mauvais côté. Et donc, fatalement, leur maladie arrive parce qu'ils modifient aussi leur épigénétique. Donc la génétique, oui, c'est important, mais l'épigénétique modifie tout. Merci.